très heureux d'être là un mois après. C'était comme n'être jamais parti parce que pratiquement j'ai la même valise. Je m'excuse parce que je voulais proposer quelque chose et à la fin, comme toujours, j'ai dit oh, qu'est-ce que je peux sortir? J'ai sorti quelque chose qui me semblait absolument pertinent et puis je me suis rendu compte que j'en avais déjà parlé ici en 2018. Donc je me retrouve à parler de choses sur lesquelles je travaille maintenant. Donc ne vous attendez rien de définitif, même pas rien de très... C'est une captation, c'est plus réduit. Rien de particulièrement avancé, mais beaucoup de questions. Je dois dire que personnellement, c'est la chose que j'aime le plus. Une réflexion autour d'un concept que pour moi est fondamental et qui est en quelque sorte d'un côté marginal par rapport au cet égal. Mais d'autre part, c'est ceux qui m'a sollicité à réfléchir le plus sur des questions qu'on a touchées et qui sont restées en suspens, parce que ce sont des questions très importantes sur un aspect qui n'est pas du tout marginal de cette galère, c'est qu'elle s'appelle canzonetta. Et qu'on a au moins une transcription musicale, même très... qui nous interpelle beaucoup sur leur structure, sur leur transcription, sur comment elles ont été, comment dire, écoutées, entendues et transcrites, et en même temps, on sait parce qu'on le sait, Tommaso le dit, la canzonetta alla corsa est une forme mineure, considérée mineure de la poésie, comme on dit, folklorique, si vous voulez, ou nationale, comme on entendait à l'époque, mais Tommaso l'a décrit absolument comme chanté accompagné par un violon, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est une forme spécifique de la déclamation poétique en Italie, l'accompagnement au violon. C'est une chose qui a eu énormément de diffusion dans la tradition de cette forme de théâtre populaire qui s'appelle il Maggio Drammatico della Penna en Toscane et Emilia-Romagna, donc d'un aréal qui va de Pisa jusqu'à la province de Modena et Parma. Maintenant, on accompagne le Maggio avec l'accordéon, la guitare, mais traditionnellement, c'était un violon qui accompagnait. J'ai eu la chance, il y a 40 ans, d'entendre un des derniers violonistes spécialisés, et je m'en veux de ne pas avoir enregistré une technique qui était très proche de ce qu'on pourrait écouter maintenant par des genres de musique médiévale, des accompagnements abondants, des longues improvisations pendant que le chanteur chante. Alors, ma première question qui se posait était justement par rapport à l'épopée, la chanson, la mémoire, l'improvisation et la construction du matériel. Et je parle de ça, je parle de cette statuette bronze de Crète du 7e siècle qui représente un musicien accompagné par une fille, selon les spécialistes de l'art crétoise, on dit comme ça, de l'art crétois, mais c'est masculin français. Et donc, il a été identifié comme un chanteur borgne, apparemment, et il devrait être borgne, on le voit dessus. Oui. Voilà. C'est une des premières représentations qu'on pourrait imaginer d'un archétype qui reste un archétype fondamental, que c'est le Homère, c'est-à-dire le chanteur aveugle. La question du chanteur aveugle est très intéressante dans cet univers assez vaste qui est celui de la déclamation poétique, parce qu'il est présent dans toutes les cultures du monde, à part l'influence directe de la culture occidentale. Et donc là, on a un tableau de Nicolas Reiner de 1591, plus ou moins, plutôt quelques années plus tard, qui est un flamand actif à Rome et Venise, et Homère qui chante sur la lyre. La chose très intéressante de ce tableau, et que je pense n'est pas du tout involontaire, c'est que la lyre d'Homère, donc l'instrument archer conçu de façon volontaire à la fin du Moyen-Âge pour donner au poète déclamateur un instrument pour s'accompagner, selon ce qui était conçu être l'usage des anciens, n'a pas de cordes.
Or, pour un tableau aussi précis, le nombre de cordes est probablement un signal très clair. Malheureusement, je ne suis pas très doué, je vous le dis, en exégèse. Je suis de formation très alchimiste et donc chaque fois que je vois quelque chose que je ne comprends pas, je reste plein de doutes plutôt que de réponses. Mais pour continuer, on pourrait discuter longtemps et probablement avec plein de raisons sur cet archétype qui renvoie à l'aveugle, non pas comme touché par l'inspiration, mais comme véhicule simple de l'art, ou de la muse, ou du mot divin. Donc, les poètes qui sont habités par le Dieu ou par la muse. Ils ne sont que des amplificateurs de quelque chose qu'ils ne créent pas, qu'ils transmettent. Et ça, c'est très important parce qu'on verra que cette figure, cette position du chanteur est fondamentale dans presque toutes les cultures. Mais l'archétype du poète aveugle, on le retrouve au Japon. Ça, c'est une gravure anonyme de 1501. Ça, c'est un biwa oshi. Les biwa oshi étaient des moines itinérants, aveugles, dont le travail était celui de se balader dans le Japon, donc en passant d'un orient à l'autre, pour chanter tout un énorme répertoire qui était formé par des chansons épiques, donc des épopées, dont la principale reste l'Eike Monogatari, qui est une épopée fondamentalement, comme toutes les épopées, la récolte de différents matériaux narratifs formés de façon indépendante par des spécialistes, on imagine, regroupés autour du 14e, à partir du XIVe siècle, dans un système formel et fixé, et à partir du XVIe siècle, dans une forme qui est après mémorisée et portée dans le temps, au point tel que même toujours on le chante, même si le chant de Eike Monogatari a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Et en plus, à côté de ce répertoire, ils ont un répertoire assez vaste de sutras bouddhistes, par exemple. Le chant des sutras est fondamental dans la tradition de ces chanteurs qui n'étaient pas uniques. Il y avait aussi des femmes aveugles qui faisaient le même métier, les gozes, mais qui n'étaient pas des moniales. C'était une sorte de corporation, de confrérie professionnelle de femmes qui avaient des écoles, qui avaient des centres, qui avaient des hôpitaux, dans le sens ancien du terme, donc des maisons de refuge, et qui étaient formées dans le métier du chant, du jeu des instruments, et surtout dans un métier itinérant. Pour se protéger, il y avait toujours un homme qui voyageait avec elle, et elle voyageait en groupe. Donc la question du musicien avait été très étudiée à partir des années du début du XXe siècle. Pourquoi? Parce qu'autour de 1907, un psychologue, Alfred Adler, a élaboré une théorie qui a été très exploitée aussi par les chercheurs, par les philologues de l'époque, que c'est la théorie de la compensation. Comme il fallait expliquer pourquoi Homère est aveugle et pourquoi Démodocus est aveugle aussi, il est traité avec beaucoup de respect et de chaleur par Homère. On a conçu une théorie, en fait, Adler l'a conçue d'une façon psychologique et physique. La théorie est que quand on est en face d'un problème physique, certaines personnes arrivent à dépasser le problème en se concentrant et en essayant de dépasser l'handicap dans la chose qu'ils n'arrivent pas à faire. Et comme exemple, il cite Piero della Francesca et Guercino, Monet, qui étaient tous des malvoyants. Le problème de Adler, c'est qu'il fixe ses concepts sur une compensation du même handicap. Alors, quel est l'handicap qui peut pousser un aveugle à devenir musicien? Qu'est-ce que c'est qui fait que l'aveugle trouve une compensation à son handicap dans la musique? Et on a pensé à quoi? Évidemment, la mémorisation. Un aveugle a beaucoup plus de facilité à mémoriser. Je mets la preuve parce que dans les années précédentes, on a eu
à Genève, au département de musique ancienne, une chanteuse française non-voyante depuis la naissance, dont les capacités de mémorisation étaient prodigieuses. Le seul problème, c'est qu'elle était prodigieuse à nos yeux, parce que nous, on vit dans un univers d'écriture. La mémorisation était normale pour les générations auparavant, donc fixer avec, par cœur des poèmes entiers, des grandes séquences, n'était rien de spécial, et non pas pour des professionnels. Même, par exemple, l'exemple italien, Corse, par des gens qui étaient des gens de communauté, des peuples. On en a connu, j'avais connu des chanteurs qui pouvaient chanter des stanze entières de la Jérusalem ou de l'Orlando. Alors, la question fondamentale reste de voir pour quelles raisons les aveugles sont symboliquement importants. Déjà parce qu'en quelque sorte, dans toutes les traditions, ils représentent cette véhicule entre celui qui les met dans la condition d'être des amplificateurs. Le fait de ne pas voir, ça lui permet de ne pas être distrait par autre chose. Ils sont simplement leur voix et leur instrument. C'est une condition assez intéressante parce qu'on la trouve, par exemple, encore jusqu'aux années 80 en Turquie, où des achiques, donc des grands musiciens, chanteurs aveugles, dont le plus important est Achik Veysel, étaient considérés bien meilleurs et bien plus importants et bien plus capables que leurs correspondants non-voyants. Quoique, au moment de l'écoute et au moment de l'analyse de leur capacité, ils n'étaient pas particulièrement meilleurs ou plus doués que les autres. En même temps, ils étaient cités comme des exemples parfaits de cette tradition qui faisait que, fondamentalement, le chanteur d'épopée est celui qui improvise les vers. Et il faut mettre un point spécifique sur le concept d'improvisation, était quelqu'un qui avait en soi-même cette fonction d'amplificateur. La chose intéressante, c'est que les travaux de Milton Berry et Robert Lord dans les années 30 et dans les années 50 en Yougoslavie, quand désormais la grande tradition des bardes était déjà mourante, démontrent pas seulement qu'il y avait une manque presque totale de chanteurs aveugles, mais que les seuls chanteurs aveugles dont on se rappelait, c'était les gens qui étaient morts depuis très longtemps, donc autour duquel on construisait un mythe. Dans la tradition turque, c'est la même chose. On a eu quelques bardes aveugles qui sont devenus des symboles, mais qui ne sont pas nécessairement pour les meilleurs. La chose intéressante, c'est que, voyants ou pas voyants, ils ont tous une fonction marginale. Donc, d'un certain point de vue, ils représentent des personnages qui sont marginaux, qui prennent ce métier parce que c'est un métier qui est, comme on l'a fait jusqu'à récemment, un métier pour les aveugles dans les conservatoires. Pour les non-voyants, on a enseigné aux filles, aux jeunes, aux garçons à jouer un instrument. Mon premier professeur de guitare, c'était un pianiste qui ne savait pas jouer la guitare, il était aveugle. Donc, c'était une expérience. Mais j'ai appris. Et en même temps, on se retrouve donc dans un univers qui est doublement, qui nous interpelle doublement, parce que c'est un univers purement narratif. C'est un univers mythologique, au point tel que certains de ces poètes aveugles deviennent eux-mêmes des mythes sur lesquels on raconte des épopées, des histoires. Voilà. Je commence justement avec cet enregistrement de Achik Veysel. La chose intéressante, c'est la structure textuelle. Vous voyez, ce sont en fait des quatrains dont le dernier vers est répété 3 fois. Cette chanson n'est pas improvisée, ou alors elle a été composée dans la tête, mais elle a été fixée, transcrite, elle est devenue un standard. Achik Veysel ne chantait pas que des épopées. Achik Veysel chantait des compositions à lui. Là, c'est une composition qui parle de sa vie, de ses disgrâces, de ses problèmes et de son destin de marginal. Être un chanteur et un barde était toujours une fonction, un boulot très mal payé.
tous ces gens à côté faisaient autre chose, même s'ils étaient extrêmement prisés. On a aussi cette anecdote je me suis signé un nom que je voulais. Pas grave, je ne trouve pas. C'est une musicologue nette musicologue qui, pendant ses voyages, est allée justement travailler. Puis Nathalie Komorenko, qui est allée en Yougoslavie et en Turquie et a rencontré le directeur de l'université d'Istanbul, Atatürk University. Et ils ont parlé pendant 2 heures de ce grand interprète d'épopée qui, selon elle, était le dernier grand poète de la tradition et qui travaillait comme huissier, mais du bas, du niveau le plus bas. C'était celui que, si jamais il vous arrivera d'être invité dans une université turque, on arrive avec le thé et le café qui vous accompagne aux toilettes. Voilà. En même temps, elle a parlé pendant 1 heure de génie et de la force de transmission de ces 2 personnages. Et en même temps, après avoir parlé de lui, en sa présence, il a envoyé chercher du thé pour son invité. Donc, il y a 2 plans très clairs, 2 mesures et une façon de concevoir ce métier qui sépare beaucoup la personne du barde de la fonction du barde. Les moines mendiants étaient des moines. Ils avaient le prestige du moine, ils vivaient des moines. Les Gosa au Japon aussi, et ceci est typique de toute la tradition des bardes et des poètes. Je voulais juste vous faire écouter une chose que je trouve assez intéressante. Voilà, est-ce que j'arriverai? Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda, 2 kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalmaya sebep arıyorum, gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, uzak gözükür görünce, yol 1 dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, kah ağlaya kahi güle, yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, geliyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüğüm aynı zamanda, 2 kapılı bir handa, geliyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
senerince uzak gözü kırpınca yol bir dakika miktarınca gidiyorum La chose la plus intéressante, c'est qu'il y a une grande différence entre la façon avec laquelle il déclame le texte quand il le dit et la façon avec laquelle il chante le texte. Il y a deux volontés expressives complètement différentes. Alors c'est le signe du métier. Quand on parle, on dit d'une façon, quand on chante, on dit d'une façon. Voilà. Quand on chante, on utilise un module mélodique, toujours le même, toujours avec le même jeu de l'instrument. C'est le système typique de la, comment on peut dire, de l'économie des moyens. La tradition, ce type de tradition se base sur l'économie des moyens. Il y a une chose intéressante. Là, je vais vous faire écouter. Par contre, un chanteur japonais qui se prétend le dernier de cette lignée de Biwa Oshi, étant aveugle, et qui se prétend un très mauvais cas. Inapprochable, c'était très compliqué. Et qui là, il chante une sutra du lotus, Shakumun. Donc, on est en pleine tradition religieuse, mais les similitudes sont fortes. Voilà, ces mélodies sont très différentes, mais la structure d'une base rythmique avec un instrument qui a un but, exactement comme l'autre. Pour la chronique, c'est ce monsieur qui a appris après une maintes discussion avec Komodo, qui était la dame qui est venue en Corse, à travailler avec les trois jeunes qui étaient là sur la tradition de la déclamation. Mais la structure est la même. La mélodie est formellement une seule mélodie avec variations. Et l'accompagnement rythmique. Là, j'ai... Ah non, je n'ai pas lu la prochaine. Là, j'ai un exemple de... malheureusement, je n'ai pas... Voilà. Ah, alors, c'est plus facile comme ça. Ça sert, c'est clair. Déclamation selon le modèle symbolique Kudoki. En général, la déclamation vient toute d'une connexion et d'un échange avec le répertoire religieux. Autant la déclamation en Occident est en quelque sorte parraine, ou si vous voulez, tributaire de la tradition du chant grégorien, autant en Japon, la tradition se connecte au chant shōmyō. Et dans la psalmodie shōmyō, on trouve les mêmes caractéristiques que dans toute psalmodie.
syllabisme, cadence finale sur des accents forts et disposition de la phrase de façon que, vous voyez, ce n'est pas compliqué, ça ne marche pas comme la poésie, je veux dire, des latines, mais fondamentalement rythmique, syllabique, avec des cadences finales que le chanteur là se prisait à remonter, mais fondamentalement une structure extrêmement élémentaire. Pourquoi? Parce que la structure élémentaire est un véhicule de déclamation. Elle permet de raconter, de parler. La fameuse discussion prima la musica ou prima le parole, ça n'existe pas. Ça n'existe pas surtout dans ce domaine. Les deux choses sont tellement intimement liées que même dans l'archétype général Homère, pour nous, il s'accompagne avec un instrument. Il n'est pas concevable que la poésie déclamée dans un univers archaïque ne soit pas, ou ancien, ne soit pas accompagnée. Ce n'est pas le cas toujours, parce que par exemple en Italie, dans les dernières peut-être 2 siècles, peut-être plus, la tradition de la poésie déclamatoire se déclinait autant avec l'instrument que sans instrument, et c'est surtout cette dernière version, sans accompagnement instrumental, qui est restée. Ça, c'est un élément qu'on va sortir bientôt. Là, je vous présente une perle. Une perle se trouve sur YouTube, si vous cherchez. Ça, c'est un enregistrement de Avdo Medjedović, 1935. C'est un poète bosniaque. Il est en train de chanter, peut-être, parce que ce n'est pas très clair, une section de l'épopée de Marco, de roi Marco. La chose intéressante, c'est ce qui est intéressant, c'est rythmique, accompagnement de l'instrument, là, il bouge, il continue, mais avec une cadence rythmique très claire et très syllabique. La mélodie est presque inexistante, en fait, c'est vraiment une corde de salmodie avec des flex, des cadences, on peut les appeler comme ça. C'est intéressant parce que ce poète en spécifique et cette tradition nous permet de sauter un peu à côté de la question et de parler d'improvisation. Pourquoi d'improvisation? Parce que la question reste d'où vient ce matériel. Quand Lord de Paris se sont tournés sur la question, le but de Paris, des années 30, était d'essayer de comprendre comment les poèmes numériques avaient été construits. Et sa théorie formulaire, une théorie qui a des appuis, qui a trouvé des confirmations, qui a eu aussi des contestations, mais qui marche pour beaucoup de choses. En fait, on est encore bloqué dans ce concept d'écriture qui n'est qu'une adéquation très tardive au niveau historique. En fait, la plupart de ces bardes, et apparemment aussi en Italie, parce qu'au XVe siècle, c'était encore comme ça, et dans un domaine spécifique, c'est encore comme ça, ils ne connaissaient pas des textes par cœur. Ils connaissaient des formules. Par exemple, dans toutes les descriptions des dieux dans l'Iliade, dans l'Odyssée, qui vraiment se répondent à 4 ou 5 définitions spécifiques, non,
Achille le pied, comment on dit en français? Achille le pied veloce. Pied rapide. Oui, pied agile. Achille ou pied agile. Achille le pied agile, ou la déesse blanche au bras, ou la mer en bronze. Ulysse au milieu du tour. Hein? Ulysse au milieu du tour. Aussi, exact. Donc ça, ce sont des formules. Et ces formules permettent une construction continue, exactement comme dans l'improvisation musicale. Une chose sur laquelle je suis en train de travailler maintenant, c'est l'improvisation musicale analysée comme un langage, et le langage analysé comme une improvisation. Parce que la méthode, le système, là-dedans, est unique. Alors, toutes ces formules sont accumulées par le chanteur, mémorisées, à côté de tous les épisodes du Mahabharata, du Gilgamesh, de ce que vous voulez. Et quand c'est le moment de chanter, le musicien, l'interprète décide qu'est-ce qu'il va raconter, comment il va le raconter, comment il va lier les différents épisodes, quel est le public en face, s'il peut rester là une semaine ou 2 jours, et avec ça, construire une narration qui est toujours différente. L'écriture, la fixation arrive beaucoup plus tard. Juste pour, je passe vite, et on passe à l'improvisation. Là, ce qui est assez étonnant, c'est on est en lexique, improvisation d'une décimas. Les décimas sont des structures improvisées. Encore autre chose, ce sont fait 4 ans d'octonnaire, on dirait, septénaire, octonnaire, avec des rimes A, B, B, A, C, D, D, après il y a un E et un E. Et c'est une des formes, hein, c'est variable. Écoutez, ça c'est une décimas politique qui parle mal du gouvernement et du fait que l'argent va aux étrangers. A complacer un deseo he venido a este lugar, invitado a trobar sobre el tema desempleo. Muy importante yo creo, es problema nacional, más bien a nivel mundial, preocupante y con razón, pues aquí en nuestra nación las cosas andan muy mal. Este México que fue un emporio de riqueza, es la más grande pobreza en la actualidad se ve. Si me pregunta por qué y saber es su deseo, sin andar con titubeo le daré contestación. Tan crítica situación, la causa es el desempleo. Ahora con tanto despido se pone el asunto feo, se incrementa el desempleo, el pueblo está más jodido. El gobierno no ha podido poner remedio a los males, quisieron ser industriales, nada más que no pudieron y por eso decidieron. Là, c'est une improvisation sur déclamation parlée, mais sur un temps qui est répétitif. Et la chose jolie, c'est que derrière, il y a un ostinato, continuer à répéter avec les instruments typiques du son à l'autre, que c'est cette forme de musique. Ce type d'improvisation est une base fondamentale d'improvisation. Et voilà qu'est-ce qu'on fait avec la persistance. Là, on revient un pas en arrière, on revient dans la persistance. Donc, qu'est-ce que c'est que j'identifie comme persistance? La persistance, ça c'est un vidéo que peut-être vous avez déjà vu. C'est justement cette capacité de maintenir une fonction, là le poète, de maintenir une fonction dans une société moderne, contemporaine, et en même temps de couvrir une fonction n'étant pas un professionnel, mais étant reconnu comme une mémoire collective. Là, on est dans ce milieu littéraire, mais où la littérature est portée par cœur, qui se rapproche, si on veut, à l'idée conceptée de la canzonetta. Voilà, ça c'est Dolando Bernardini. Est-ce que c'est Dolando? Ça doit être Dolando. I suoi lamenti, rotti da un chiaro suono che a lei ne viene, che sembra ed è di pastorali accenti, misto e di boscarecce inculte avene, risorge e la s'indrizza a passi lenti e vede un uom canuto all'ombre amene, tesser fiscelle
e la sua greggia accanto ed ascolta di tre fanciulli il canto. Vedendo quivi comparì repente le insolite armi e sbigottì costoro, ma li saluta Erminia e dolcemente si affida gli occhi e scopre i bei crin d'oro. À Bouti, ils ont un soin particulier pour la voix et pour le chant. Donc, voilà un exemple de littérature orale, mais littéraire, si vous voulez. C'est un texte très connu, c'est à Jérusalem, de Dorando Bernardini, que de son métier était maçon, et qui connaissait par cœur, et puis évidemment la légende de la ville de Bouti, disait qu'il la connaissait toute. Et puis il ne cachait pas d'être très flatté. Je ne lui ai jamais fait chanter toute la Jérusalem. Mais par contre, il m'a chanté aussi des extraits de Orlando Furioso, très jolis, surtout parce qu'il mélange chanter et parler d'une façon assez étonnante. Un autre exemple, encore plus étonnant. Intanto Erminia in prove piante, d'antica selva e dal cavallo è scorta, non più governa il preda, ma tremante, e pari rotasi pur tra viva e morta. Per tante strade si raggira e tante, il corridor che in sua varia la porta, Riolpin dagli occhi altrui pulsi di leva e di sto vergio ormai c'altri la segua. Corse tutta la notte. Je n'ai mis pas la bonne photo. En fait, j'avais un enregistrement de cet extrait de la métamorphose de quelque part. Et quand j'ai monté la vidéo, mais faites-moi Je n'ai pas entendu, qu'est-ce que c'est? C'était il canto d'Erminia, après le piante d'Antica Selva, la clave scorta. C'est en fait le début de ceux qui chantent dans la région est l'Ombrie. C'est le maire d'un petit village de montagne. En fait, ça c'est la rappeuse qui était enregistrée à Côte du Piccio, dans le même village, par la même personne, sur le même mode musical. Donc, modifier simplement la présence du texte. Alors, la chose intéressante, c'est qu'au XVe siècle, Poliziano nous décrit comme ça l'art du chanteur, poète, déclamateur. En fait, il parle d'un jeune, Alfonso, de Piero, qui était, Paolo Orsini était invité au nostro Piero de Medici, Alfonsino Orsini, Fabio qui était le fils du père de famille, chante. Et quand il chante, Poliziano, en 488, il nous dit que sa voix n'était pas proprement parlée, celle d'un lecteur, mais celle de chanteur. Mais tu aurais pu les entendre ensemble sans réussir à distinguer l'une de l'autre. Elle était toute pleine, modulée, changeante comme l'exigeait le passage, tantôt variée et sous-tendue, tantôt exaltée et modérée, tantôt ralentie, accélérée, toujours précise, éclair, toujours agréable. Ça, c'est la première description d'un recitativo que j'ai trouvé. Et qu'on a pu appliquer comme modèle idéal à la reconstitution de la Pablo Adolfeo qu'on a fait hier. L'improvisation, on revient maintenant à cette question des formules. Qu'est-ce qu'il nous dit Raffaele Brandolini dans son texte fondamental de Musica Poetica de 1513? Raffaele Brandolini était un poète de cour qui était très intéressé à faire remarquer ces différences entre le chanteur de quatre coins qui chantait quand même le Tavari mais qui l'a déclamé. Alors quand on lui demande comment tu improvises, il dit de quoi je chante quand j'improvise en m'accompagnant à la lira de braccio, ou comment je choisis les arguments. Ah ben, je prends les circonstances et les occasions. Par exemple, le chanteur mexicain, des gens, des places et des époques. J'ai chanté du passé, du présent et du futur, selon le désir de ceux qui m'avaient demandé de le faire. Voilà, on a une description typique d'un improvisateur courtois et de son travail. Encore Baretti, Giuseppe Baretti, qui était un Italien qui vivait à Londres et qui, au XIXe siècle,
empressé d'expliquer aux Anglais comment ça marchait l'Italie, par rapport à leur façon d'improviser. Un lecteur anglais ne doit pas, ne peut pas trop facilement comprendre ou concevoir une chose pareille. Il demande des grandes capacités poétiques et ce n'est pas vraiment possible d'en donner une idée à un étranger. Donc ce qu'il parle et ce qu'il dit fondamentalement, il décrit, comme on peut voir, la capacité des Italiens d'improviser. Il est considéré un phénomène absolument unique, chose qui avait été déjà faite par Montaigne dans son voyage en Italie, quand en Toscane il parle de cette servante qui était capable de lui lancer des textes dans l'impromptu, comme ça. Effectivement, ça c'est la description d'un contraste, d'un défi. Et voilà, ça c'est enregistré il y a quand même pas mal de temps, malheureusement, le plus ancien qui était un maître de l'Hollande et qui était venu à Boucle, je pense, à Pine, je pense. Voilà un exemple de répertoire formulaire. Donc de ce répertoire d'exemples qui sont utilisés pour chanter, pour improviser. C'est très appauvri. Il n'y a plus personne qui peut utiliser ça comme au XIXe siècle. Comme faisait Beatrice da Piandeglione, qui était considérée une des plus grandes improvisateurs de son époque, une femme lettrée, de mélanger tous ces exemples, toutes ces formules pour en faire des improvisations qui doivent être des heures. Mais une trace de cette capacité peut rester dans ce joli exemple. La terra, il mare, il cielo ed anche il vento, tutto ti può servire dall'occasione a sforzare il poetico talento e formarla una certa perfezione. L'improvvisazione è un gran talento, è riservata a pochissime persone. L'ottava improvvisata, o brutta e bella, per nessun si corregge e si cancella. A voi che trema un poco la favella, a volte il modo e chi è la situazione, la vena sapete non è mai quella, ti può tradire a volte l'emozione.
J'en suis là, dans le sens que tous ces fils rouges se connectent dans quelque chose qui me donne l'impression d'être une pensée commune. Je ne vais pas paraître trop structuraliste dans le sens un peu ambigu, mais effectivement, je pense qu'on est là dans un domaine très simple. À des fonctions proches, on trouve des solutions proches, qui sont liées à des besoins. Pourquoi un aveugle devient musicien de rue? Pourquoi un borgne devient musicien de rue? Pourquoi quelqu'un qui a des problèmes physiques ou des difficultés dans la vie ou est né dans un milieu très défavorisé devient musicien barde? Parce que c'est ça. Parce que ce sont tous des situations de minorité, de difficulté. Et peut-être que le symbole le fait de ne pas voir, et le fait que une bonne partie de toute la symbologie que nous connectons à la musique est d'origine coloristique, donc visuelle fondamentalement, fait que le fait d'être aveugle est considéré comme la plus grave des manques. Et que ce personnage aveugle, mais qui se racha à travers le fait d'être un amplificateur d'une volonté, devient un symbole justement pour ça. On n'a pas de connexion directe entre le fait d'être aveugle et le fait d'avoir une mémoire particulièrement forte. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non. La mémorisation était l'instrument. On a des tonnes de traités sur l'art de la mémoire du Moyen-Âge. La prochaine fois, peut-être que j'aurai quelque chose de un peu plus structuré à raconter. Merci. Si, j'ai une tradition quelque part. C'est une description très jolie d'ailleurs, une sorte de réflexion sur soi-même. Vraiment très, très, très touchant. Juste une remarque. Pourquoi crevait-on les yeux des oiseaux pour les faire chanter mieux? Pardon? Pourquoi crevait-on les yeux des oiseaux, pinsons, chardonnerets, merles, pensant qu'ils chanteraient mieux? Eh ben, ça rejoint un peu. Si, ça rejoint après le discours. Après, il faut voir si on rendait aveugles des oiseaux par transfert d'un concept, ou si vraiment après l'oiseau chantait mieux. Chez nous, on dit l'uccello in gabbia non canta d'amore, canta di rabbia. Donc, mais effectivement, il y a des translations comme ça tout le temps. Oui. Merci pour la suggestion.